Les objectifs de ma présentation sont les suivants. D'une part, j'aimerais vous donner une image plus concrète de la dépression masculine à deux niveaux. D'une part, au niveau que préoccupation scientifique et militante pour cette question, et d'autre part, vous permettre de ressortir de cet atelier en ayant un peu une image de ce que c'est qu'au niveau du contenu, que cette notion de dépression masculine. Mon deuxième objectif, c'est de placer les choses dans la perspective des enjeux susceptibles d'être soulevés par la dépression masculine pour les études genre ou pour une perspective féministe, et en insérant la question de la dépression masculine dans les enjeux plus globaux sur la question de la santé des hommes. Alors la préoccupation pour la dépression masculine en tant que phénomène social, il y a quelques remarques à faire. Je pars du principe que c'est quelque chose de peu connu en France. En tout cas, moi, les repérages que j'ai faits, j'ai trouvé très peu d'occurrences en France autour de cette notion de la dépression masculine. Par contre, au niveau des pays anglo-saxons ou germanophones, même si, comme on le verra à la fin, c'est une notion qui ne fait pas encore l'objet d'un consensus scientifique, c'est une notion qui est bien établie, où on a une masse critique d'articles et d'ouvrages scientifiques. On a aussi toute une série d'articles de vulgarisation dans les médias, ce qui fait qu'on a aussi toute une série de notions qui sont passées aujourd'hui dans le sens commun. Je vous donnerai quelques exemples. Et on a aussi des campagnes de prévention spécifiques de la dépression chez les hommes. Alors maintenant, par rapport à la question de la dépression masculine, par rapport à la question de la santé des hommes, j'estime qu'on rencontre trois grands types de postures qui sous-tendent les analyses et les discours de façon parfois explicite, souvent implicite, les discours sur la santé des hommes. Alors il y a une première posture où on va rencontrer une critique des effets négatifs des normes de la masculinité dominante sur la santé des hommes. Et donc dans cette perspective, la santé des hommes devient un argument pour remettre en cause les normes de la masculinité hégémonique. Et dans ce contexte, il me semble qu'on peut dire que la question de la santé des hommes devient un adjuvant pour revendiquer un changement social dans une perspective féministe. À l'opposé de ce point de vue, on a aussi la mise en avant d'un point de vue masculiniste qui souligne la position défavorisée des hommes dans le domaine de la santé, notamment en mettant en avant leur taux de mortalité plus élevé. Et là, ce qui sous-tend ce discours, c'est vraiment une posture qui dit « c'est nous, les hommes, et non les femmes, qui sont les vraies victimes dont il faut s'occuper en priorité ». Et il y a un troisième type de discours que j'ai mis un peu plus de temps à identifier, qui met en avant un point de vue qu'on peut qualifier de différentialiste, c'est pas de cette manière qu'il se qualifie lui-même, qui consiste à dire que les hommes et les femmes ont des besoins de santé différents, que les services doivent satisfaire et qu'il faut repenser les services de santé afin qu'ils permettent mieux de satisfaire les besoins de santé différents des hommes et des femmes. Ce qui est intéressant aussi dans cette posture, c'est que cette posture prend acte de la vulgarisation de la première posture qui met en avant les effets négatifs de la masculinité dominante pour la santé des hommes. Et ce point de vue différentialiste va être critique en disant on présente les hommes comme des imbéciles et entend restaurer une image plus positive des hommes et de leur comportement. Et donc, dans cette perspective-là, par rapport la première posture que j'ai évoquée, ce n'est pas tant une remise en cause des normes de la masculinité dominante, même si on peut la rencontrer de cas en cas qu'on voit, mais c'est une volonté d'apprendre à mieux faire avec les normes de la masculinité pour obtenir une meilleure prise en charge de la santé des hommes. Alors, très rapidement, toujours, la santé des hommes comme mouvement social, vu que je pars du principe que c'est quelque chose de peu connu dans le domaine en France, parce qu'au Canada, je pense que ça l'est beaucoup plus. Quelques repères au niveau des 20 dernières années. C'est au milieu des années 90 qu'on observe la création croissante d'un certain nombre de structures, des associations, des forums pour la santé des hommes. C'est le cas en Grande-Bretagne, en Irlande, en Autriche, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Et on a aussi, depuis le début des années 2000, un forum pour la santé des hommes, qui est une structure européenne. On a aussi des rapports officiels
sur la santé des hommes. Il y a une espèce d'équivalent des rapports qui existent sur la santé des femmes, qui ont été produits. Alors, de nouveau, je ne prétends pas du tout être exhaustive, mais de tels rapports ont été produits par la municipalité de Vienne, par l'Autriche, l'Irlande, le Danemark, l'Allemagne. L'Allemagne en a déjà produit plusieurs. Et on en vient à l'Europe. En 2011, on a aussi un rapport sur la santé des hommes en Europe qui a été publié par la Commission européenne avec un flyer, un rapport et un rapport étendu qui sont parus sur ce sujet. D'autre part, peut-être que vous avez entendu parler, vous avez aussi organisé au niveau international des semaines pour la santé des hommes, des mois pour la santé des hommes. Vous avez ce mouvement australien qui s'appelle Movember, qui vise à promouvoir le mois de novembre comme mois en faveur de la santé des hommes, où les hommes se laissent pousser la moustache pour rallier à cette cause d'autres gens et avoir des signes visibles. Et on a aussi, au niveau académique, la création de chaires dédiées à la santé des hommes, mais aussi, plus largement, on constate que la santé des hommes devient le domaine de spécialisation d'un certain nombre de chercheurs et de chercheuses. Alors, je vous donne deux illustrations de ça. Ici, le flyer qui existe aussi en français, ce n'est pas le cas des rapports pour la santé des hommes en Europe, donc en 2011. Et là, la page du Centre pour la santé des hommes de l'Université de Leeds, en Grande-Bretagne, qui est une université, dans une faculté de soins infirmiers avec deux professeurs qui ont beaucoup travaillé sur ces questions. À ma connaissance, c'est le seul centre de ce type qui existe pour le moment en Europe, mais il en existe en Australie et en Amérique du Nord. Alors, j'en viens maintenant à mon sujet, la dépression masculine. Il faut partir d'un premier constat que les femmes sont en moyenne 2 fois plus nombreuses que les hommes à recevoir un diagnostic de dépression. Et à partir de ce constat, il y a une hypothèse qui a été faite, qui est que ces données épidémiologiques ne reflètent pas la réalité, et a été mis en avant l'idée d'un sous-diagnostic et d'un sous-traitement de la dépression chez les hommes. Alors comment cette hypothèse d'un sous-diagnostic de la dépression chez les hommes s'est vue étayée par un certain nombre d'arguments. D'une part, on a constaté que les symptômes de la dépression sont aux antipodes des normes de la masculinité dominante, et donc que ça exacerbe dans le domaine de la santé psychique ce qui est déjà observé au niveau des soins somatiques, c'est-à-dire une difficulté des hommes à se reconnaître malades, à consulter, etc. Et que ces difficultés-là sont renforcées dans le domaine de la santé psychique et de la dépression. Donc, ce qui est clairement dit et à de multiples reprises, c'est que les hommes peinent à reconnaître chez eux les symptômes de la dépression, car ceux-ci entrent en conflit avec la représentation de leur propre masculinité, avec la force, le stoïcisme, et notamment la non-expression d'émotions telles que la tristesse ou la culpabilité qui sont centrales dans la dépression classique. Et on estime que c'est pour la même raison qu'ils ont de la peine à parler à leurs proches et qu'il y a une crainte des moqueries et du rejet, notamment chez les jeunes hommes, et que c'est aussi pour cette même raison qu'il leur est très difficile de demander de l'aide professionnelle et de consulter. On constate aussi que la dépression est vue comme une maladie de femme, à la fois pour des raisons épidémiologiques, mais aussi en raison des caractéristiques prêtées à cette maladie, et que cela a un impact non seulement au niveau de la population, mais également chez les professionnels. Et on estime qu'il y a un sous-diagnostic de la dépression chez les hommes par les médecins généralistes. Alors, je dirais que le gros argument en faveur de ce sous-diagnostic de la dépression chez les hommes, c'est la question du suicide, la mort par suicide, où il y a une importante surreprésentation des hommes, avec, alors les chiffres varient comme toujours, là je vous ai donné 4 hommes pour une femme, c'est celui que j'ai rencontré le plus souvent. Donc si on reconnaît que tous les suicides ne peuvent pas être attribués à une dépression, on estime cependant qu'il y a une corrélation importante entre dépression et suicide, et on constate que parmi les hommes morts par suicide, très peu ont consulté et ont été diagnostiqués pour dépression. Et du coup, on fait l'hypothèse que chez les hommes morts par suicide, il y aurait une part significative d'hommes souffrant de dépression jamais pris en charge. Et du coup, il y a aussi un autre effet, c'est que dans les campagnes de prévention du suicide, on estime qu'il est important de développer un meilleur dépistage de la dépression chez les hommes pour effectivement pouvoir avoir un impact aussi en termes de prévention du suicide masculin.
Il y a un autre argument qui est présent, qui est la question de la surreprésentation des hommes dans les abus de substances, où là, l'hypothèse qui est faite, c'est que l'abus de substances chez les hommes serait un moyen pour les hommes en dépression de tenter de faire face seuls, par eux-mêmes, sans consulter, à leurs symptômes, de faire face à leurs symptômes dépressifs. Alors, avec ce que je vous ai donné là, on peut parler d'une définition large de la dépression masculine. Vous verrez qu'il y a aussi une définition plus étroite. Et ce qui est intéressant, c'est que celle-ci a motivé dans les pays anglo-saxons des campagnes de prévention de la dépression s'adressant spécifiquement aux hommes. De nouveau, je ne prétends pas du tout être exhaustive, mais j'ai repéré de telles campagnes aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Grande-Bretagne. Je vais vous donner des exemples. Donc là, c'est le flyer de la campagne qui a été lancée en 2003 aux États-Unis, qui a comme slogan « Real Man, Real Depression. It takes courage to ask for help. This man did ». Et cette campagne est vraiment très frappante parce qu'il y a eu une volonté de briser, de rompre cette association entre dépression et maladie de femme, entre dépression et le fait de demander de l'aide comme perte de la virilité. Et donc cette campagne de prévention a vraiment misé sur une mise en avant d'hommes très virils, ayant des professions comme par exemple là sur les photos, il y en a un qui est pilote d'avion, l'autre qui est pompier. Et effectivement, dans le slogan, c'est aussi vraiment cette volonté d'associer le fait de demander de l'aide à une valeur virile, à quelque chose un acte courageux dans le combat pour l'existence. Au Canada, là, vous voyez un flyer qui existe aussi en français. Alors le flyer commence par une question, la dépression chez les hommes est-elle négligée? La réponse du flyer est oui, je dévoile tout de suite la chose. Et vous voyez là cette représentation de la surmortalité des hommes par suicide dans la petite icône qui est donnée. Au Canada, vous avez aussi un site qui s'appelle Men's Depression. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce site est animé par un psychologue et un psychiatre. Et vous trouvez, comme vous voyez en bas, toute une série de recherches qui portent sur 3 groupes d'âge différents d'hommes, des hommes jeunes, des hommes d'âge moyen et des hommes âgés, où vous avez les résultats des recherches scientifiques qui ont été menées par ces 2 professionnels, et aussi une série de vidéos, de podcasts, etc., pour incarner ces images de la dépression chez les hommes. Maintenant, en Australie, vous avez une initiative nationale de lutte contre la dépression qui s'appelle Beyond Blue. Et là, vous avez aussi des pages spécifiques s'adressant aux hommes sur le site internet et un flyer ad hoc fait pour les hommes. En Grande-Bretagne, le Collège royal des psychiatres a émis une première brochure Men and Depression et a déjà édité une 2e brochure sur le sujet qu'on peut télécharger aussi en ligne. Voilà aussi une image de la manière dont ces campagnes d'information sont relayées dans les médias. Là, c'est un exemple britannique où le titre est parlant. Britain in male suicide crisis because real men don't suffer depression. Alors j'en viens maintenant à une définition plus étroite de la dépression masculine comme une forme atypique de la dépression, soit comme une forme de la dépression qui se manifeste par d'autres symptômes que ceux de la dépression classique, selon les critères du DSM et de la CIM. Et donc là, l'idée qui est mise en avant, c'est que les symptômes de la dépression masculine sont vus comme en adéquation avec les normes de la féminité et conduisent à une internalisation des problèmes. Tandis que les symptômes atypiques de la dépression masculine sont vus comme en adéquation avec les normes de la masculinité et conduisent à une externalisation des problèmes. Alors selon la première brochure des psychiatres anglais, ils donnent 5 symptômes atypiques: l'irritabilité, les accès de colère, la perte de contrôle accrue, l'augmentation des prises de risques et l'agression. Alors je vous donne maintenant une liste de symptômes plus longue qui est parue dans un article d'une psychiatre allemande qui a beaucoup travaillé sur la dépression masculine et qui reprend
en fait une échelle dite de Gotland de la dépression masculine qui a été élaborée dans le cadre d'une campagne de prévention du suicide par les médecins généralistes, et où on s'est intéressé à la dépression masculine parce que précisément la première campagne avait eu des effets de prévention que chez les suicides de femmes et pas chez les suicides d'hommes, d'où cette idée de pouvoir identifier mieux les dépressions chez les hommes. Alors là, ce qui est pointé, c'est un retrait social accru, souvent nié, des burn-out avec un surengagement professionnel qui est masqué par des plaintes relatives au stress, un déni du chagrin et de la tristesse, une exigence croissante et rigide d'autonomie, être laissé en paix, refus de l'aide des autres, je peux bien le faire tout seul, perte ou augmentation du désir sexuel, augmentation de l'intensité ou de la fréquence des crises de colère, impulsivité, augmentation jusqu'à l'excès de la consommation d'alcool et ou de nicotine, avec aussi, dans certains cas, une dépendance à la TV, au sport, etc. Autocritique prononcée, focalisée sur de supposées défaillances, peur de la défaillance, une attitude qui consiste à rendre les autres responsables de ses propres problèmes, une hostilité masquée ou ouverte, et enfin de la nervosité et de l'agitation. Alors, et des problèmes de concentration, de sommeil et de poids, mais qui là ne sont pas spécifiques. Alors, dans une version vulgarisée et narrativisée, il existe, je vais vous montrer tout à l'heure, un livre en français sur la dépression masculine qui a été produit par un psychiatre, psychothérapeute genevois, dans lequel on peut lire ceci. Déprimés, les hommes se montrent plus souvent fâchés, grincheux, hostiles et revendicatifs que tristes et larmoyants. Un autre des changements qui caractérise la dépression masculine, à l'inverse de l'apathie du tableau classique, c'est l'apparition de comportements compulsifs, excès de travail, abus d'alcool et de drogue, addiction au sexe, aux jeux de hasard et aux autres activités, comme par exemple le sport à outrance. Sur fond d'agitation et d'irritabilité, des crises de colère émaillent la dépression masculine. Ainsi donc, la baisse de l'humeur, symptôme cardinal dans le diagnostic de la dépression, ne se manifeste pas toujours par la tristesse, mais alternativement par le vide affectif ou l'irritabilité. Et donc c'est dans cet ouvrage qui a été publié par ce médecin psychiatre et psychothérapeute qui travaille à Genève, en collaboration avec un médecin généraliste. Le livre est un espèce de pot pourri, avec une colonne vertébrale qui, à mon avis, est assez discutable parce qu'on va pêcher dans différents domaines, mais c'est un des ouvrages et qui a vraiment volonté de communiquer en français ses travaux anglophones et germanophones dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vous donne maintenant quelques exemples de la manière dont cette dépression masculine peut être relayée dans les médias. Là, j'ai pris l'exemple des médias germaniques. De nouveau, c'est un rapide pointage. Hommes, dépressifs, rend agressifs. Les hommes souffrent de dépression autrement. Pourquoi les dépressions chez les hommes sont-elles si difficiles à identifier? Les dépressions se manifestent souvent chez les hommes de manière masquée. Les hommes montrent d'autres symptômes lors d'une dépression. Donc on voit là effectivement qu'il y a une médiatisation de cette idée d'une dépression masculine différente dans les médias. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette définition étroite de la dépression masculine, les symptômes prêtés aux hommes sont non pas en opposition avec les normes de la masculinité dominante, comme dans le cas de la dépression typique, mais en adéquation avec celle-ci. Alors j'en viens pour conclure à quelques remarques sur le statut aujourd'hui de la dépression masculine, où on observe, comme je l'ai dit en introduction, une absence de consensus. En effet, en dépit de la validation des échelles de mesure de la dépression masculine, comme cette échelle de Gotland que j'ai évoquée tout à l'heure, un nombre conséquent, vraiment une masse critique d'articles et d'ouvrages scientifiques, une médiatisation de ceux-ci, on estime que la dépression masculine ne fait pas l'objet d'un consensus au sein de la communauté scientifique à ce jour, notamment parce que les études classiques qui viseraient à l'étayer ne sont pas encore assez nombreuses. L'autre chose, et c'est là-dessus que je vais terminer, c'est qu'il n'existe pas encore, à ma connaissance, une socio-histoire de la dépression masculine, de ce phénomène récent qui date des 2 dernières décennies. Et donc, peut-être qu'il a existé des controverses importantes entre les psychiatres, mais ces choses-là, pour le moment, n'ont pas été repérées. Et j'espère, du coup, qu'à travers cette présentation, je vous ai convaincu et convaincu que c'est un sujet qui est intéressant à investiguer. Je vous remercie pour votre attention.